C'est un des grands dossiers de l'actualité de la semaine, le retour des enfants de djihadistes en Syrie. On l'apprenait en début de semaine, la France a rapatrié ce mois de juillet 35 mineurs et 16 mères djihadistes. Ils étaient détenus dans des camps de prisonniers en Syrie depuis la chute de l'organisation de l'État islamique. Le parquet national antiterroriste a précisé que parmi ces 35 mineurs, 7 étaient des enfants isolés. Alors, est-ce la fin du cas par cas? On en parle ce matin avec vous, Christophe. Et d'abord, peut-être les dernières informations à propos. Oui, exactement. Oui, la plus grande opération de rapatriement. On va attendre que votre micro s'ouvre, Christophe, oui, bien entendu. Voilà, effectivement, c'est la plus grande opération, vous l'avez dit, Ilana, menée par les autorités françaises depuis la chute du dernier bastion de l'organisation État islamique en 2019. C'est le ministre des Affaires étrangères qui en a fait l'annonce et le parquet national antiterroriste a précisé l'identité des nouveaux individus arrivés en France. Au total, 16 femmes de 22 à 39 ans ont toute la nationalité française, sauf 2 d'entre elles. 4 de ces femmes avaient déjà consenti au retour de leurs enfants au cours des derniers mois. 12 sont revenues accompagnées de leurs enfants. Et parmi ces femmes, on retrouve une certaine Émilie Koning, une djihadiste bretonne convertie à l'islam. Elle était partie donc, elle, faire le djihad en Syrie en 2012. Dès son arrivée, elle a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elle a été placée en détention. Effectivement, il faut le préciser, Christophe, que toutes ces personnes ne sont pas arrivées libres. Oui, 8 femmes ont dès lors été placées en garde à vue en exécution d'un mandat de recherche selon le parquet. Un mineur fait lui aussi l'objet d'une garde à vue. Et puis, concernant les autres enfants, ils ont été pris en charge dans le cadre de procédures d'assistance éducative sous la responsabilité du parquet près le tribunal judiciaire de Versailles. Il devra assurer un suivi centralisé des mineurs concernés en lien avec les parquets locaux partis à la procédure d'assistance éducative. Pour rappel, ces 35 enfants rapatriés s'ajoutent aux 126 enfants dont les parents avaient rejoint des territoires repris à Daesh, déjà donc est revenu au pays depuis 2016. Avant ce dernier rapatriement, il restait près de 200 mineurs et 80 mères dans des camps du nord-est syrien contrôlés par les Kurdes. Des camps où les conditions de travail seraient épouvantables selon les Nations Unies. Le 14 décembre dernier, notamment, une Française âgée de 28 ans, diabétique, avait été retrouvée morte, laissant orpheline une fillette de 6 ans dans un de ces camps. Tout à fait. Et ainsi, fin avril, la défenseur des droits, Claire Hédon, avait exhorté le gouvernement à procéder au rapatriement dans les plus brefs délais de tous les enfants français retenus dans les camps du nord-est de la Syrie. Dans un communiqué publié cette semaine, le collectif des familles unies, qui regroupe des familles de Français partis en zone irako-syrienne, a redit espérer que ce rapatriement signe la fin de cette abjecte politique, je cite, du cas par cas. Et politique qui, selon le collectif, revient, dit-il, à trier des enfants, à séparer les fratries et à arracher des enfants à leur mère. On se souvient aussi de cette condamnation en février du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, condamnation à l'encontre de Paris pour violation de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la vie et du droit des enfants à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Ce rapatriement marque donc une évolution notable dans la doctrine française du cas par cas adoptée par Paris. Tout d'abord, le nombre d'enfants rapatriés est exceptionnellement élevé. La dernière opération qui remontait à janvier 2021 n'avait concerné que 7 enfants. Et puis, autre élément qui plaide en faveur d'un revirement de Paris sur ce dossier, la présence d'une partie des mères de ces mineurs, puisque jusqu'à maintenant, Paris ne consentait qu'à rapatrier donc les orphelins ou les enfants dont la mère avait accepté de renoncer à ses droits parentaux. La France opère enfin un virage à 180 degrés. C'est une lumière au bout du tunnel qui s'allume. C'est ce qu'a déclaré notamment chez nos confrères de France 24, Albert Doguet, dont la fille est retenue dans un camp en Syrie, mais n'est pas concernée par cette opération. Et c'est un changement de cap qu'il faut saluer. Il est tardif, mais c'est un bon début. C'est ce qu'affirme pour sa part Patrick Beaudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme. Selon lui, il y a une prise de conscience, je cite, de la nécessité de se conformer à ses engagements internationaux et au respect élémentaire de l'humanité. Paris cède donc aussi en quelque sorte à la pression internationale dont on vient de parler, celle de l'ONU, et évite peut-être aussi par conséquent des poursuites. Oui, absolument, car la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par plusieurs familles, doit se prononcer prochainement sur la position adoptée par Paris. La France a conscience d'un risque de condamnation et plutôt que de s'exposer à ce risque, elle préfère prendre les devants. C'est ce qu'a dit l'avocat Vincent Brengart du cabinet Bourdon et Associés en charge de ce
dossier. Puis il faut ajouter qu'au niveau européen, la France apparaissait également de plus en plus isolée. Ainsi, la Belgique, le Danemark, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et l'Allemagne ont tous décidé de rapatrier l'ensemble des enfants et des mères. Fin juin, Bruxelles a par exemple rapatrié la quasi-totalité de ses ressortissantes de Syrie. L'agenda électoral français offre aussi une clé de compréhension à ce revirement de l'Élysée. Emmanuel Macron entre dans son dernier mandat, donc il joue beaucoup moins politiquement aussi peut-être. C'est ce qu'explique, vous venez de le citer, Vincent Brengart. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la scène politique, il n'est peut-être pas exclu que le changement de ministre finalement des Affaires étrangères soit pour quelque chose dans cette évolution. Oui, car Jean-Yves Le Drian s'était montré plutôt réfractaire, tout autour de ces femmes djihadistes et de leurs enfants, ce qui ne semble pas être le cas de la nouvelle ministre Catherine Colonna. Et on le sait, en France, la question du rapatriement des familles de djihadistes est longtemps restée explosive sur le plan politique, étant donné l'histoire récente du pays. Tout à fait. Les attentats les plus meurtriers de ces dernières années ont été commis sur le sol français par ces individus, souvent de nationalité européenne. Par ailleurs, la France est le pays dont le plus de ressortissants se sont rendus dans la zone irako-syrienne pour rejoindre le califat autoproclamé de l'organisation État islamique. Selon les estimations, environ 1700 Français ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie depuis 2014, contre 760 Britanniques ou encore 470 Belges. Intéressant de se pencher par conséquent à ce que pensent les victimes du terrorisme islamiste, et notamment des attentats du 13 novembre 2015. Christophe Naudin, qu'on a reçu très récemment à Radio J, a donné son point de vue cette semaine sur Twitter et affirme que toutes les victimes n'étaient pas forcément d'accord entre elles. En ce qui me concerne, je n'ai aucune empathie envers les femmes djihadistes, tout comme envers les djihadistes hommes. Et il ajoute dans une série de tweets: comme pour les hommes, je préfère qu'elles soient jugées ici, mais je ne pleure pas si elles se font droner ou pourrissent dans diverses geôles en Irak ou ailleurs. En revanche, c'est autre chose pour les enfants. Oui, c'est ce que dit Christophe Naudin, donc rescapé du Bataclan. Eux ne sont pas djihadistes, donc les enfants, ajoute-t-il, mais risqueraient de le devenir en restant là-bas. Et surtout, évidemment, ils ne sont pas responsables des actes de leurs parents. De sages paroles donc de Christophe Naudin, qui dénonce par ailleurs une forme de naïveté dans les services sociaux sur ce point, sans oublier le manque de moyens qui dépasse largement ce sujet, bien sûr, puisqu'il faut ensuite traiter le traumatisme de tous ces enfants qui ont subi ces horreurs. Merci beaucoup Christophe, vous restez avec nous tout au long de cette édition.